Bonjour, bienvenue à Chacun ses jeux. Cette semaine, je rencontre Simon Trottier qui vient nous présenter King Domino. Sébastien, est-ce qu'on se fait un banc d'essai? Parfait. Ensuite, Cynthia Dufour vient de présenter Freak Zombie. Puis je commence avec Marc Fournier qui m'attend pour nous parler de drame et enquête. Bonne émission. Bonjour, je m'appelle Marc Fournier, fondateur des éditions Gladius. Nous, on conçoit, on crée, on dessine, on fabrique, on assemble des jeux de société. Chronique Jeux de groupe. Bonjour Marc. Bonjour Sébastien. Sous meurtre, enquête, drame et enquête dans la cabane, maison hantée. Faut-tu que je baisse les lumières, là? Ça dépend avec qui on joue. OK, parfait. Alors, on parle de quoi, là? Ben, écoute, les fameux classiques, je ne sais pas si tu te rappelles, je dirais ça fait peut-être 15-20 ans, il y avait des soirées de meurtre et mystère écrites par Max Ernst, qui était très populaire à l'époque. C'était des boîtes à peu près 2 fois grosses de même ou plus épaisses. Ça n'existe plus, eux n'en font plus aujourd'hui. Nous, ça fait peut-être 15 ans qu'on fait ces jeux-là, si ce n'est pas plus que ça, même encore. Les drames et enquêtes, ce sont des jeux où on doit se déguiser. On interprète un personnage. Il y a eu un meurtre qui a été commis, c'est quelqu'un dans la gang qui l'a fait, donc il faut le démasquer. Il faut trouver l'assassin. Donc, c'est un jeu, lorsque vous vous procurez un drame et enquête, vous devenez l'hôte de la soirée, du souper de la soirée ou de l'après-midi. Souvent, les gens vont jouer à ces jeux-là en organisant un souper ou une soirée. Donc, selon le nombre de joueurs que vous êtes, si vous voulez jouer à 6, à 8, à 10, ou votre groupe d'amis, ou votre gang de chums, ou la famille, vous êtes 8 ou 10, vous choisissez le jeu en fonction du nombre de joueurs, très important. Vous allez envoyer les invitations, tout est dans la boîte, les suggestions de costumes, les invitations, les carnets de joueurs, il y a même des indices à l'intérieur de ces boîtes-là. Donc, c'est un jeu où ce que vous devez vous déguiser, participer, interroger vos amis, les autres joueurs, répondre à des questions. C'est vraiment un jeu d'enquête pour avoir du plaisir. Puis souvent, c'est des jeux qui vont être accompagnés d'une bonne bouteille de vin. Oui. Là, honnêtement, j'en ai fait quelques-uns dans ma jeunesse et dans ma moins jeunesse, puis il y en a qui ont des petits spots de vin maintenant autour dessus. Là, c'est ça, les petits carnets là, que tu parlais, là, comme le carnet de l'organisateur, j'imagine, ça marche à suivre quand c'est toi le guide. Exactement. Puis, est-ce que ça nécessite toujours que l'autre soit joueur ou l'autre doit absolument ne pas être joueur ou ça peut... L'autre peut l'être. Si on dit vous désirez jouer, prenez tel personnage qui va demander moins d'attention ou qui va moins intervenir. Souvent, ça peut être ça parce qu'on a des... Tu sais, quand on parle d'un 8 à 10 joueurs ou à 12 joueurs, c'est le minimum. Exemple, si on dit 8 à 10, c'est 8 absolument. Puis si vous êtes 9 ou 10, vous avez 2 autres personnages. L'organisateur, lui, sait qu'il y a 2 personnages facultatifs. Donc, lui, il peut en déduire que ce ne sera pas l'un de ces 2-là qui va être le criminel, mais personne d'autre le sait. Okay. Mais même lui, lorsqu'on l'organise, on ne sait pas c'est qui est l'assassin, le criminel. Ça doit demeurer comme ça. Oui, puis sinon, ben, ça casse le fun de la soirée. Là, se faire vendre le punch avant la fin, là, se faire divulgacher la chose, c'est un peu plat. L'autre chose qui gâche aussi la soirée, c'est qu'assurez-vous que vos invités seront tous présents. Parce que là, si on invite, on a un couple d'amis qui ne se présentent pas, les autres, ils viennent de tout gâcher le jeu. Oui, tout le monde arrive déguisé aussi. Puis... Mais là, c'est ça, hein? Puis il y en a un qui n'est pas venu, il y en a 2 qui ne sont pas venus. Si c'est un joueur facultatif, c'est pas si pire que ça. Fait que si vous n'êtes pas sûr d'un certain joueur, donnez un personnage facultatif lorsque c'est possible, évidemment. Oui, c'est sûr qu'on n'est pas toujours à l'abri d'un problème. Oui. Hein? Puis...
C'est ça. Fait que là, on a plusieurs titres. C'est ça, je voyais 8-9 joueurs. Dans le fond, le 9 joueurs, c'est qu'un joueur facultatif dedans. Exactement, c'est 8 ou 9. Vous savez, des fois, aujourd'hui, ben, on commence à inviter des couples. Il y en a un qui se retrouve, il est tout seul. De nos jours, ça l'arrive. Donc, on était un nombre impair. Fait qu'on trouvait important d'avoir de la demande pour un nombre impair. Puis souvent, les gens des boutiques comme les galeries de jouets, ils vont nous dire on voudrait un 10 joueurs, on voudrait un 12 joueurs. On a de la demande pour un 6 joueurs. Fait que c'est pour ça qu'au fil des ans, on en a conçu différents modèles, différents numéros. On en a même 2 qu'on a écrits avec l'humoriste Jean-François Barry. Ah, c'est justement, là, je voyais ça, là, ici, Jean-François Barry, C'est un de nos auteurs fichiches avec qui on travaille plusieurs jeux chez Gladius. Et là, le tout nouveau qu'on a ici, justement, que le jeu n'est pas tout à fait encore sorti. Les boîtes sont imprimées, mais pas encore le contenu. Je trouve l'intrigue plutôt mince. Non, mais... Effectivement. Fait que, tu sais, des fois, les gens se demandent de quoi ça a l'air d'une boîte avant qu'elle soit terminée. Tout ça, bien là, c'est des boîtes qui nous arrivent à Québec à plat, comme ça. Ce sont des boîtes pliantes. Donc, les employés sur la chaîne de montage vont prendre cette boîte-là, vont la plier comme ça manuellement. Tout se fait manuellement, un peu de cette façon-là. Puis, ils vont tout assembler à la main, toutes ces fameuses boîtes de jeux-là. Tu sais, qu'on s'en vient comme ça, là. Puis, fait que, aussitôt que le contenu va arriver, bien, vous allez pouvoir retrouver sur les tablettes des commerçants de votre boutique préférée, Ça bouille à la cabane, notre nouveau drame et enquête. On parle de 16 ans et plus, Sébastien, et 6 à 8 joueurs pour le prochain, conçu et écrit par l'humoriste Jean-François Barry. OK, Humour à la cabane, ça, dans le fond, idéal pour un temps des sucres, là. Oui, puis c'est des jeux souvent que les gens vont beaucoup utiliser à l'Halloween. Hein? Oui. Mais là, c'est important d'aller le chercher début octobre, le temps d'envoyer les invitations par la poste, puis aussi par email pour être certain. Il faut les envoyer par email, par la poste. Des fois, vous oubliez un carnet de joueurs pour aller sur le site de Gladius aussi. Il y a des carnets qui sont disponibles pour les retourner, si jamais ça se perdrait. Et souvent, les longs mois d'hiver, hein? Janvier, février, fait froid, on est à la maison. Souvent, l'hiver, on a de la pluie. Bien, pourquoi pas organiser une fin de semaine, un samedi, pour jouer à un de ces jeux-là? Ça passe très bien, une très belle soirée. Oui, puis là, encore là, les joueurs, là, je veux dire, on a aussi la description là, sur le jeu, fait qu'on peut aussi déjà se donner une idée. Quand vient le temps de l'acheter, j'imagine, là, de dire ouais, ce scénario-là, moins. Ben, ou c'est tu ça. peux déjà voir qui tu vas mettre dans quel rôle dans tes invités. Souvent, on a toujours un ami, un chum, une belle-sœur, un beau-frère qui va correspondre à une description d'un des personnages. Fait qu'à l'endo, vous avez toujours la description sommaire des suspects. Donc, vous voyez le résumé de l'enquête, qu'est-ce que c'est, tout ça, les personnages. Puis comme je disais tantôt un peu, ben, même à l'intérieur, on va donner des conseils, quoi manger pour le souper, si vous organisez un souper, des idées de costumes, de comment se déguiser. Puis l'autre chose aussi qui est intéressant à mentionner, c'est qu'il y a une formule libre. On a des jeux, c'est écrit des fois drame et enquête plus, avec un plus, ou formule libre. Ces jeux-là laissent plus place à l'improvisation. Donc, Okay. Si vous aimez improviser, vous avez un côté artistique un peu plus comédien, où il y en a dans la gang qui ont plus la parole facile dans le groupe, vous pouvez peut-être glisser vers là. Sinon, les formules régulières de drame et enquête, les textes sont vraiment plus détaillés. Là, on dit « adressez-vous à tel personnage, posez-y telle question ». Puis ce personnage-là a la réponse. Répondez à tel personnage et posez votre question à tel autre personnage. Ça, c'est plus organisé, orchestré, si on peut dire. Puis dans la formule libre, c'est qu'on avait des demandes de gens qui aimaient plus improviser et être plus libres. Donc, on donne un texte que vous devez révéler, puis après ça, on dit, bien, interrogez un peu qui vous voulez ou telle personne selon comment vous voulez le faire. Fait que, donc là, ça prend un peu plus d'impro. Il faut être un peu plus créatif, de prendre des devants, commencer la partie, puis moi, je m'adresse à toi, puis je te pose telle question, puis toi, OK, tu t'adresses, puis là, ça fait le tour. Il faut juste s'assurer que tout le monde ait dit ce qu'il avait à dire dans un tour de table. Donc, vous avez des formules plus créatives, plus impro. On les appelle formules libres ou drame et enquête plus. Puis sont-tu toutes pas mal en formule 4 scènes ou 5 scènes? Normalement, c'est 5, 6 selon les jeux. On va varier un peu. Quand le nombre de joueurs est beaucoup plus bas, parfois, on va rajouter des 5 de plus pour la durée du jeu. Parce qu'on parle d'une durée de jeu qui peut durer 2 heures, 2 heures et demie. Ça dépend comment est-ce que vous improvisez, l'entrée que vous faites. Souvent, nous, quand on va les jouer, on fait même l'entrée. Le monde arrive, on se présente, les gens arrivent déguisés. C'est l'apéro au salon, puis on échange, puis on se pose des questions.
Puis là, tout à coup, l'autre de la soirée, OK, bon, ben là, ça commence, venez vous asseoir. Puis là, il est arrivé telle affaire, tu sais. Fait qu'il faut vraiment se laisser aller pour avoir du plaisir. Il ne faut pas se prendre au sérieux. Puis vous allez avoir du plaisir, c'est certain. Sûrement. Mais je te remercie beaucoup. Merci à toi. Bye-bye, à la prochaine. Allô, moi c'est Cynthia, je suis caméraman monteuse pour la télé du Haut-du-Lac. Je suis une passionnée de jeux comme pas mal tout le monde qui passe à cette émission-là. Puis mes jeux préférés, ça serait pas mal les jeux d'horreur. Puis ceux que je déteste, c'est ceux qu'il faut que tu bluffes parce que je suis incapable de bluffer. Chronique contemporain. Allô, Cynthia? Salut Nolan. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, super. Un jeu de zombies aujourd'hui? Ouais, une extension de zombie en fait. Une extension Parce de qu'on va jouer à Flux Extension Zombie. Je vais te montrer les règles de base pour commencer. C'est un jeu aux règles évolutives, puis ça peut se jouer jusqu'à 8 personnes, je pense. Pas mal sûr c'est 8 personnes le max. Puis, comme je l'ai dit, c'est évolutif. Fait que la première règle, c'est tu piges une carte. La deuxième, c'est t'en joues 2. Puis l'autre règle, c'est tu peux racheter autant de règles que tu veux, tant que c'est dans les cartes que tu as pigées. OK. Fait qu'on commence la main avec 3 cartes chacun. On va mettre ici la carte de règles. Ce jeu-là, à la base, il n'y a pas d'objectif parce qu'il y a des cartes objectifs dans ta main que tu vas pouvoir jouer. Fait que l'objectif va changer au fur et à mesure qu'on rajoute des cartes. Tu vas pouvoir le mettre en haut, en fait, de la table pour ton objectif. On va racheter nos nouvelles règles ici. Puis, il va aussi y avoir des cartes actions que tu vas pouvoir jouer qui vont être instantanées. Tu vas lire ce que c'est, tu vas le faire, puis tu vas la mettre dans la défausse qui va être à côté du paquet, là. Parfait. Puis, la règle dans ce jeu-là, pour la personne qui commence à jouer, c'est celle qui décide de commencer à jouer. Fait que c'est moi qui commence. Je pige une carte. Puis moi, je vais décider de jouer un atout qui se trouve à être la dernière catégorie de cartes dans ce jeu-là. Les atouts, en fait, ils vont te servir à gagner parce que souvent, les objectifs, ils te demandent d'avoir tel atout avec tel atout, puis c'est tout. Tu as gagné si tu as ça. OK. Fait que mon jeu, mon tour, il finit avec ça. J'ai pigé ma carte, j'ai joué mon atout, c'est à toi. Tu piges une carte, t'en joues une. Pige une. Aussi simple que ça. Je vais mettre un atout aussi. Tu mets un atout ici, c'est bon. J'ai repigé une carte. Puis là, on ferait ça plusieurs fois. Là. Je vais faire une action pour vous montrer à quoi ça ressemble. L'action que j'ai pigée, c'est défausser et piocher. Tout ce qu'on fait, dans le fond, c'est défausser toutes les mains, puis on pioche autant de cartes qu'on en a défaussées. Fait qu'on va toutes acheter nos cartes, 4 cartes. Nous deux? Oui, nous deux. T'avais combien de cartes? 3. 3, t'en piges 3, puis moi j'en pige 4. L'ordre, ça n'importe pas. Non, ça n'importe peu. 3, puis moi j'en pige 4, puis ça, c'est mon action, c'est la fin de mon tour. Pour accélérer un peu, je vais te montrer une carte nouvelle règle, à quoi ça pourrait ressembler. J'en ai une. T'en as une? Bon, tu vas pouvoir la jouer. Fait que là, c'est jouer 4 cartes. Fait que Donc, je devais piger premièrement. Puis tu joues autant de cartes qu'ils disent. Bon, ben là, 4 cartes d'abord, je vais mettre mes 3. Exactement. Fait que là, t'aurais 2 atouts, puis là, on est rendu avec un objectif. Objectif qui est... c'est ce qui est écrit en bas. Ouais. Vous l'emportez si vous avez un bidon d'essence et les sandwichs en jeu devant vous. C'est bon? On échange-tu notre carte Ben pour ouais. que j'aille les... Check, t'aurais gagné comme ça. T'aurais le bidon d'essence, puis la sandwich, t'aurais gagné, le jeu aurait fini là. OK, Mais fait que on c'est vraiment joue- de finir l'objectif de... Tout simplement. Puis il peut il peut changer à tous les 2 tours, là. Il y en a plusieurs des cartes objectifs. OK. Puis l'expansion zombie, en fait, ce que ça fait, c'est qu'il y a des... Tu peux me donner les cartes qu'on a Que de j'ai côté. juste là. C'est qu'il y a des zombies qui vont être mis dans le paquet, qui se trouvent être des cartes obstacles. Puis souvent, les zombies, en fait, ils vont t'empêcher de gagner. Parce que si tu as des zombies, tu ne peux pas créer ton objectif. Parce qu'on peut voir sur la carte ici que c'est marqué « pas de zombies OK. Tu ne peux pas gagner si tu as des zombies en jeu, puis même si tu as les atouts nécessaires. Il faudrait que tu te débarrasses de tes zombies. Fait que c'est aussi simple que ça, l'extension. Parfait. Très beau petit jeu. Ben oui, c'est le fun. Merci beaucoup. La table au goût du lac, ce sont les chefs Antoine Tremblay, Florence Morissette, Stéphane Vaillancourt et Vincent Becker qui mettent en vedette les produits locaux de la MRC de Maria-Chapdelaine. Dans cette émission de cuisine animée par Pierre Turcotte. Bon appétit! Bonjour, bienvenue à Impro en studio. Impro en studio. À Impro en studio. Impro en studio, c'est une rencontre entre 2 joueurs d'improvisation qui se prêtent à différents jeux devant un écran vert pouvant devenir n'importe quel décor. Suivez les aventures de vos joueurs préférés, guidés par les arbitres Vanessa Girard, Sébastien Roy et Christian Laprise. T'aimes ça avoir peur? T'aimes ça le cinéma? T'as écouté les 2 premières saisons de Vidéo-Terreur où tu nous as pognés en podcast sur toute bonne plateforme de podcast? Eh bien, l'attente est terminée. Vidéo-Terreur saison 3, ça s'en vient.
Bien, salut tout le monde, je m'appelle Simon Trottier, je suis humoriste de profession et je vous dirais qu'il n'y a pas jamais assez de joueurs, assez de jeux pour satisfaire ma soif de jouer. Je suis un joueur de tout acabit. Emmenez-en des jeux, je vais être partant. Chronique une nouveauté. Bonjour Simon. Salut Sébastien. Comment ça va? Ça va très bien, comme d'habitude. Hey, tu nous présentes quoi aujourd'hui? Je présente un classique de Bruno Catala, aujourd'hui un jeu que j'ai joué maintes et maintes fois et que je conseille à tous, King Domino. Un jeu qui associe le placement d'ouvriers et le bon vieux domino, comme on le connaît en termes de placement de tuiles. Donc dans King Domino, on est un royaume distinct. Vois-tu, tu as le royaume des jaunes avec tes deux rois et le royaume des roses, dans mon cas. Hein, c'est fini les époques genrées. Oui. Donc, mon royaume rose va être construit. Le but, c'est justement de faire un royaume qui ne dépassera pas 5 par 5. En termes de domino. Donc, c'est les limites de notre royaume quand on place. À 2 joueurs, on peut jouer avec l'entièreté des dominos et faire un 7 par 7, faire le grand King Domino. Mais à 3 ou 4 joueurs, ça sera forcément 5 par 5. Il faut savoir qu'à 2, on va jouer avec 2 rois chacun et 4 pièces au centre. Mais si on jouait à 3, on aurait un roi chacun et on jouerait à 3 pièces. Et si on jouait à 4, même chose, un roi chacun et 4 pièces. Donc, à 2... pour que la dynamique soit un peu plus relevée, on va jouer 2 rois chacun, ce qui est l'exception pour 2 joueurs, mais c'est un jeu qui se joue aussi bien à 4 joueurs qu'à 2 joueurs, donc je le conseille. 3 aussi, là, c'est pas nécessairement... À 3 aussi, oui. exactement. Oui, là, tous les jeux, le nombre de joueurs peut amener à des parties relevées. Donc, dans King Domino, le but, justement, c'est de faire le plus possible de placements judicieux de nos pièces. Comment ça fonctionne? C'est qu'au départ, on va piger les pièces pour les placer. Okay, exemple, donc, tu placerais, exemple, toi, tu choisirais celle-là. Moi, celle-là, je veux dire, toi, celle-là. Après ça, moi, celle-là. Ça a été au hasard. Et après ça, c'est l'ordre de jeu. Okay. Donc, forcément, moi, je joue en premier et je place cette pièce-là. Quand on commence, il faut savoir que la pièce centrale peut se faire connecter à n'importe quoi. OK, c'est pas tout jaune, au cours de la jaune. partie, non. Okay. Par la suite, par contre, les placements qu'on fait doivent au moins avoir un terrain en commun. Donc, exemple, la pièce verte ici, je serai obligé de la placer sur mon château parce qu'elle ne peut pas connecter avec celle-là. Mais un terrain suffit. Là. Par la suite, je peux venir la connecter comme ça. Puis il n'y aurait pas de problème avec ça. Il faut savoir que justement, je pourrais aussi regarder, là, si je la place comme ça, exemple, voyez-vous, 1, 2, 3, 4, 5, mon 5 de largeur est déjà atteint. Donc par la suite, il va falloir jouer au-dessus, en dessous. Donc, j'aurais très bien pu la mettre là aussi, là, vous voyez, ça me laisse du jeu, mais le 5 par 5 devient important à ce niveau-là. Si je décide de mettre ma pièce là, c'est pas une connexion légale, mais mettons que ça se pouvait, bien là, je viens de délimiter ma largeur en partant. OK. Donc, ça, c'est des choix qui vont être à faire, justement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par la suite, une fois qu'on a joué tout ça, là, c'est pas nécessairement de la bonne façon, parce que ce qui se ferait, c'est qu'on aura un deuxième tour. On va placer les dominos. Et là, après ça, on les met dans l'ordre. Voici, c'est pour ça qu'il y a un chiffre à l'arrière. Le 4 en premier, le 7, le 29 et le 33. Parce que plus les pièces sont hauts, plus il y a des chances d'avoir des couronnes dessus. Donc, c'est ce qui fait que par la suite, si on veut aller chercher une pièce forte, forcément, on va jouer en dernier. Tandis que la première pièce, souvent, il n'y a jamais de couronne dessus, c'est les bas numéros. Bien, il peut y avoir un tirage que ça commence à 28 puis ça finit à 35. Et donc, après ça, exemple, toi, tu jouerais, tu placerais ta pièce et tu aurais le premier choix de venir placer la pièce que tu veux. Exemple, bon, ben, je vais la jouer ici. Là, c'est à moi. Je viendrai prendre ma pièce. Là, j'ai le deuxième choix. Donc, si je me mets ici, je m'assure de jouer en premier pour le tour qui s'en vient s'il y a des belles pièces. Par contre, je prends une pièce qui est peu intéressante en termes de couronne parce que les couronnes, à la toute fin, quand on va avoir placé le nombre de points, comment ça fonctionne, c'est de calculer le nombre de terrains adjacents d'un même type de terrain. Il y a 6 types de terrains, je ne me trompe pas, là, le champ, le marais, l'eau, il y en a 6 au total. Donc, à la toute fin, là, si on fait, exemple, quelque chose comme ici, c'est un bon exemple. Voyez-vous, la forêt, j'aurais 1, 2, 3, 4 cases de forêt et tu multiplies le nombre de cases par le nombre de couronnes sur ton terrain. Okay. Donc là, dans ce cas présent, 1, 2, 3, 4 multiplié par 1, ma forêt vaut 4. Ce qui n'est pas très bon. Le but, c'est d'avoir des couronnes. Si j'avais aucune couronne ici, c'est exemple, mon placement, ça serait ça, ça vaut rien. 1, 2, 3, 4, 5, aucune couronne, ma forêt ne vaut pas 5. Tandis qu'un placement comme tu l'as ici, Sébastien, va au-dessus, 1, 2, 3 terrains multipliés par 2, 6 points. Ça. 2 terrains multipliés par 4, 8 points. Donc, dans les instructions, quand on joue une partie, on voit le nombre de terrains qui est disponible de chacun. Fait que c'est possible statistiquement de se dire je vais arrêter de miser sur la forêt parce qu'il va en sortir juste un d'ici la fin de la partie. Ce qui est intéressant à 4 et à 2, quand tu fais le 7 par 7, c'est que l'entièreté des pièces vont passer. Donc, tu peux prendre pour acquis que s'il y a 6 pièces de forêt avec une couronne, ils vont tous passer. Si tu joues à 2 ou à 3, avec la configuration 5 par 5, il y a des pièces qui vont être mises de côté
Et là, tu peux pas prendre pour acquis, si, exemple, tu es parti dans les mines, puis ça, il y en a moins, bien, tu peux pas prendre pour acquis, peut-être que les mines que tu veux ont été retirées de la partie. Donc, à 3 ou à 2, quand tu fais pas la configuration complète, tu peux pas prendre pour acquis que tous les pièces vont passer. Là, quand tu parles de configuration complète, là, ça veut-tu dire que, mettons, nos terrains vont s'entrechevêtrer? Non, pas du tout. Ça, on joue chacun, c'est 2 royaumes distincts. OK. Donc, mais par contre, c'est le choix des pièces. Le nerf de la guerre de King Domino, ce qui est vraiment intéressant, c'est justement l'ordre n'est pas prédéterminé. Donc, c'est d'aller faire le choix. Les premières pièces de 1 à 12, il n'y a aucune couronne jamais. Donc, souvent, d'aller jouer en premier, c'est un choix pour dire, ben moi, le prochain, je veux avoir un choix important, je vais venir en premier pour un terrain moins payant. Parce que si tu vas toute la partie, tout le temps, chercher le terrain payant, tu joues jamais en premier. Quand il y a des belles pièces qui arrivent, toi, tu es le dernier à jouer. Donc ça peut être choquant. Par contre, les couronnes, on peut pas nier que c'est mieux. À la fin, il y a un bonus si tu as réussi à fermer ton terrain au complet, si tu as fait ton 5x5, il n'y a aucun trou. Mais j'ai très souvent gagné en n'ayant pas fermé le terrain. Tu sais, fermer le terrain, on dirait qu'on s'en fait une obsession à notre première partie parce qu'on veut que ça soit beau, on veut que ça soit fermé. Mais si tu n'as pas de couronne ou tu n'as pas les pièces, on peut très bien avoir un terrain qui manque 1 ou 2 cases, mais avoir fait des gros points avec les couronnes et aller chercher. Le bonus n'est pas assez important, on dirait, pour que ce soit l'objectif ultime. OK. C'est le fun si tu l'as, mais faut pas en faire de maladie. Les couronnes sont vraiment très importantes. Puis justement, il y a une extension que tu peux acheter où il y a quelques règles qui s'ajoutent, mais une règle intéressante, c'est d'aller chercher des bonus. À chaque partie, il y a 2 tuiles bonus. Exemple, dans cette partie-là, les forêts valent double. Okay. Dans cette partie-là, si ton château est à une extrémité, dans un coin, ça rapporte 10 points bonus. Ça fait que ça varie les parties avec l'extension, qu'il y a des objectifs qui changent à chaque partie. Pour les joueurs qui ont joué beaucoup et que les parties commencent à se ressembler, ça donne une belle variation d'extension. Ça, justement, là, on en fait-tu une partie d'une soirée? On en fait-tu 3? On peut en faire 3 aussi. Même chose que certains jeux. C'est des jeux assez addictifs, puis bref. Pour dire, je veux ma revanche maintenant. C'est un jeu qu'on n'attend pas la semaine d'après pour la revanche. On peut faire 2 à 3 parties facilement. Là, on parle d'une vingtaine de minutes. Là, 20 Puis, à 30 minutes. La courbe d'apprentissage, je veux dire, le nouveau joueur, là, il comprend vite le principe. Il comprend très vite le principe. Pour vrai, ça prend même pas la partie au complet de dire, OK, souvent, c'est comme bien des jeux, la première partie risque d'être expérimentale en ce sens qu'il y a des erreurs que tu vas faire que tu répéteras déjà plus à la deuxième partie. Mais le niveau d'apprentissage est très bien et le niveau tactique est très bien versus l'apprentissage. Des fois, la tactique est difficile parce que tu as mis beaucoup de temps à l'apprendre. Là, c'est peu de temps d'apprentissage versus beaucoup de côté tactique malgré le peu d'apprentissage du jeu. C'est un classique, pour vrai, ça sort rapidement au chalet, la boîte est tout petite, ça peut jouer à partir de 8-9 ans, on comprend très bien le principe, on peut jouer avec des jeunes, peut-être en bas de 8 ans, peut-être que c'est trop 2-3 coups à l'avance là, pour ça, mais sinon, là, ça joue avec des enfants familiales excellents et ça déçoit jamais. Parfait, bien, merci beaucoup. Bye-bye. Un banc d'essai. Hey Nolan, salut! Allô, Sébastien? Ça va? Oui, toi? Oui. T'as apporté ton blocus? T'as apporté ton blocus aussi? Blocus Trigone. Trigone. Oui. Et ça doit marcher pas mal pareil. Je pense que oui. Ça marche comment, tiens? Le mien, c'est qu'on a des formes, comme tu peux le voir. Puis il faut, immédiatement dès qu'on commence, il faut qu'on ait contact avec un coin obligatoirement. OK. Tu peux mettre n'importe quelle pièce, n'importe quelle équipe peut les mettre, mais comme tu peux le voir, cette pièce-là ne fonctionnerait pas car elle ne faut touche qu'elle pas au coin. commence dans un coin. Oui. Moi, il faut commencer. Tu vois, ici, il y a des petites pièces en triangle comme ça ici. OK, bien, on commence sur un triangle. Alors, il n'y a aucune pièce qui ne fonctionne pas. Je peux commencer avec n'importe quelle. OK, puis là, j'imagine que pour passer une deuxième pièce sur ton rouge, on va voir si ça marche pareil comme moi. Il faut que tu aies contact seulement avec le coin. Avec des coins. Si il se touche, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Exactement pareil pour moi. Il faut que ça se touche par un coin. 2 niveaux de difficulté. Tu peux permettre le un coin ou le, mettons, 2 coins. Je ne sais pas, toi, s'il y a cette particularité-là. On peut très bien faire ça, par exemple, avec mon 3 ici. Là, ça ne fonctionne pas. Comme là, ici, moi, j'aurais le droit de faire ça dans un certain niveau de difficulté, mais quand on passe à un niveau de difficulté supérieur, je ne pourrais pas. Il faut que juste ça soit un seul coin. OK. OK? Mais c'est à peu près tout ça. Puis le but, éventuellement, c'est de placer toutes les pièces sur le jeu. C'est surtout essayer de bloquer les autres pour que le reste, le plus de pièces à la fin. J'imagine que toi aussi, ça doit fonctionner comme ça, que les pièces que tu ne peux pas placer, tu comptes le nombre de carreaux. Et la personne qui a le plus de carreaux à la fin, il perd.
Moi, c'est vraiment différent. Il faut que tu comptes les triangles à la place. Oui. C'est celui qui a le plus de petits triangles qui reste qui perd. Puis, je ne sais pas dans ta version, mais moi, dans ma version, OK, avec les triangles, il y a des pièces plus difficiles à placer qu'habituellement, on se dépêche de placer dès le départ. Et il y en a aussi qui permettent d'attaquer plus. Oui, tout dépendant le stade de la partie. Par exemple, je pourrais dire cette pièce-là, rendue vers le 3/4 de la partie, va être plus difficile à placer que si je commence avec cette pièce juste au début. Et puis, par exemple, les 5 vont être plus faciles de bloquer les adversaires avec des longues pièces. Avec des longues pièces, exactement. Moi aussi, il y a comme cette pièce-là ici là, qui est hyper difficile à placer à la fin. Donc, celle-là aussi. Donc, souvent, on va commencer par une ou l'autre de ces deux pièces-là. Moi, quand je joue, là, je me sépare. Là. Mes pièces qui ont 6 triangles, les pièces qui ont 5, 4, 3, 2, 1. Le petit triangle, je le garde idéalement pour la fin. Okay? Ou quand tu es mal pris, tu le gaspilles pas. Là. Tu vois, moi, j'ai une autre technique. Je fais ça au début, mais rendu vers la fin, quand c'est long avec les personnes commencent à jouer et qu'il y a moins de possibilités, j'ai m'amusé de les assembler pour faire un carré parfait. OK. Mais c'est ça aide à patienter. Oui, c'est en attendant que les autres joueurs jouent, ça fait passer le temps. Moi, mon cerveau, il est là puis il cherche. Ah, je vais le placer là, je vais le placer là. Non, il faut pas qu'il joue là, faut pas qu'il joue là, faut pas qu'il joue là. Ah! Là, il vient de le mettre là, fait qu'il vient de te bloquer une possibilité. Oui, exactement. Ça se joue à 2? À 2 jusqu'à 4. Oui. Moi, ici, on a la possibilité de jouer à 3, où est-ce qu'on enlève la zone, la dernière colonne ici. Ligne. Oui, donc il faut jouer à l'intérieur. Quand tu joues à 3, tu enlèves une couleur, puis tu joues juste à l'intérieur là, du 3. C'est ça. Puis moi, quand j'ai introduit mes enfants, mes garçons avec ça, quand ils étaient plus jeunes, bien, pour leur enlever un niveau de difficulté, moi, je leur permettais d'aller dans la ligne du tour, puis moi, je restais à l'intérieur. OK. Fait que là, juste là, ça lui donnait comme des places pour contourner si jamais j'ai bloqué trop. OK? Fait que ça aidait là, pour l'introduction, des fois, là, à 3, faire ça. Puis si on joue à 2, ben moi, je prenais 2 couleurs, toi? Nous aussi, on prend 2 couleurs pour essayer de bloquer les autres puis s'entraider même avec les couleurs qu'on a nous-mêmes. Exactement. Par contre, à 3, j'ai jamais vraiment joué qu'on est soit 2, soit 4. Mais il faudrait vérifier dans les règlements, savoir comment jouer à 3. Excellent. Eh bien, merci Nolan. C'était le fun. Merci à toi.